qui nous fait l'honneur de pouvoir passer avec nous cette matinée autour d'une conférence portant sur la traite des Noirs. Je ne veux pas abuser tous les orateurs et toute la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. Nous avons l'honneur, ces jours, de recevoir une forte délégation du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire qui vient s'entretenir avec nous sur une question fondamentale en tant qu'Africains, que nous puissions nous informer sur la traite négrière. Nous avons certainement appris dans les différents cours d'histoire, dans les classes, déjà depuis l'école primaire secondaire, ou surtout nous sommes à l'université. Nous allons encore nous rafraîchir la mémoire et nous serons encore mieux informés de ce qu'a été la traite négrière. Je disais, encore une fois de plus, en souhaitant la bienvenue à la délégation qui est devant nous ce matin. J'ai cité en particulier le professeur Théodore Ngoï, une personne que je ne présente plus parce que nous l'avons certainement, vous et moi, vu au moins une fois à la télévision. Il a été candidat président de la République et aujourd'hui, c'est le principal orateur que nous aurons à travers cette conférence. Il n'est pas seul, il est accompagné de plusieurs autres orateurs qui vont se relayer autour de ces thèmes. D'ores et déjà, je vous souhaite très bon appétit dans cette matière de la traite négrière. Professeur, à vous la parole. Vous priez d'accepter de vous lever parce que je voulais que nous prions. Voilà. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de nous avoir gardés depuis Kinshasa sur la route jusqu'à l'université pour nous entretenir avec les étudiants et les collègues professionnels. Nous voulons que ce moment soit conduit par ton esprit, sous ton inspiration. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous dises, toi qui ne fais rien sans que tu l'aies voulu, rien ne peut se faire sur la terre. Il t'a plu que nous, parce que nous sommes noirs, dit-on que nous soyons pris en esclavage pendant plus de 4 siècles et traités comme des êtres qui n'existaient pas sur le plan humain. Nous avons été dépouillés, nous avons été humiliés. Aujourd'hui, le 23 août, la date qui rappelle cette révolte sur l'île Saint-Domingue, nous avons l'avantage d'être avec les étudiants de cette université. Je voudrais que tu les bénisses, que tu nous bénisses, tu bénisses les recteurs, le directeur de cabinet recteur, le secrétaire administratif et tous les autres qui nous accueillent ici. Au nom de Jésus-Christ, que tu bénisses les orateurs que nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour commencer, remercier monsieur le recteur, qui est ici représenté par le secrétaire général administratif, de nous accueillir et vous remercier d'être là. Je m'appelle Théodore Ngoï Ilunga Wansega. Je suis pasteur de l'église de la Gombe à Kinshasa. Je suis avocat. À la base, je suis politologue de formation universitaire. Ensuite, juriste de formation universitaire. Je suis docteur en droit pénal, option droit judiciaire de l'université de Kinshasa. Je interviens ici aujourd'hui, à ce micro, à ma qualité de président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave. C'est quoi le projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave? C'est un projet qui a été proposé par les pays africains avec à la tête Haïti, qui ont demandé que le silence soit brisé sur la question de la traite, qui explique tout ce que l'Africain souffre depuis la colonisation, après la traite négrière, jusqu'à tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Nous sommes des enfants de la traite négrière. Nous subissons les conséquences de la traite négrière. Et le projet de l'esclave, qui est dirigé au niveau
international par un comité scientifique international et au niveau national par un comité scientifique national dont vous pouvez faire partie si vous êtes capable de faire des recherches, si vous êtes capable d'apporter des sources orales, on peut vous intégrer dans le comité scientifique. Et ce comité scientifique veut briser les silences en enseignant la traite, en introduisant l'enseignement de la traite dans les programmes de l'école primaire, secondaire et universitaire. De façon claire, de façon essentielle. Le projet de l'esclave a pour mission aussi de briser les silences en identifiant les sites de mémoire, c'est-à-dire les lieux où on cantonnait les esclaves, les lieux où on les enchaînait, les lieux où on les embarquait, notamment, trouver les vestiges de la traite négrière, ériger des monuments commémoratifs à vocation touristique, célébrer chaque année le 23 août la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, parce que c'est en 1791, la nuit du 22 au 23 août, que des esclaves sur l'île de Saint-Domingue, qui est devenue Haïti et République dominicaine, se sont révoltés. Savez-vous que la plupart des esclaves qui étaient sur l'île de Saint-Domingue qui est devenue Haïti, ce sont des Bakongo? Est-ce que vous le savez? Savez-vous que la première constitution, d'après certains chercheurs, aurait été écrite à Kikongo? Est-ce que vous le savez? Vous qui êtes à l'université Congo. Savez-vous que le Bas-Congo, ou le Congo central aujourd'hui, on compte plusieurs sites de la traite négrière? Place Belvédère à Matadi, vous connaissez? Oui. Sianfou, dans le territoire des Mouandes. Il y a même eu un marché d'esclaves à Goma, ici. Nous devrions aujourd'hui, avec le gouverneur et les ministres, être à Sianfou. Mais pour des raisons logistiques, on va célébrer cette journée qui est prévue chaque année dans tous les pays du 23 août. On va la célébrer sur le site de Sianfou le 26, le jeudi. Alors on devait après Sianfou revenir ici pour vous en détenir. On a décidé que ça se fasse avant. Donc quand nous quittons ici, nous allons aller à l'université Joseph Kassabou pour faire tenir la même conférence. Nous allons à Mwanda mercredi nous entretenir avec toutes les universités qui sont à Mwanda. Et puis le jeudi, avec le président de la Commission nationale pour l'UNESCO, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire qui est premier vice-président, le ministre de la Culture, il faut bien dire la ministre de la Culture, parce que c'est une dame, avocate d'ailleurs, qui est ministre de la Culture. Le ministère de la Culture qui est le responsable du projet sur le plan technique, avec le ministre du Tourisme, qui est membre de l'Assemblée générale de la Commission nationale pour l'UNESCO, le ministre de la Communication et Presse, le ministre de la Recherche scientifique, sont aussi membres des ministres des Finances, des ministres du Budget. Et je voudrais ici remercier le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, qui a décidé de nous permettre de venir, quitte à être suivi par notre équipe en disponibilisant les moyens financiers qui nous sont destinés pour organiser toutes ces activités. Alors, donc le projet Route de l'Esclave, c'est un projet qui permet d'identifier les sites de mémoire, d'identifier, de créer, si vous voulez, des routes de l'esclave et montrer par où ça a commencé ici au Congo. Et savez-vous que le Congo a connu 3 formes de traite négrière, des traites plutôt. La traite dite transsaharienne, la traite orientale, dite encore orientale ou traite arabe, mais aussi la traite négrière dont nous avons parlé, et la traite post-missionnaire belge, qui a occasionné la mort de 8 millions de Congolais, parce que Léopold II coupait les mains de tous les Congolais qui ne rassemblaient pas le caoutchouc et l'ivoire, qui était la richesse de l'époque.
à l'époque du développement industriel. Il fallait fabriquer les pneus, tout ça. On venait prendre les caoutchoucs chez nous. On a beaucoup souffert. Les gens sont morts. Alors, moi, je vous ai dit que je m'appelle Théodore Roy, je suis ici avec le professeur Filemon et le professeur Chilombaye. Le professeur Filemon est professeur à l'UPenn et à l'Université catholique. Le professeur Chilombaye est professeur à l'Université de Kinshasa et il précisera les autres universités où il enseigne. Et ils vont de toutes les façons se présenter lorsqu'ils vont avoir la parole pour leurs propos. Moi, je vais vous entretenir sur la traite négrière, un crime contre l'humanité. Je vous ai déjà expliqué les projets d'esclaves. Le professeur Filemon va vous parler de la résistance africaine à la traite négrière. Parce qu'on a tendance à faire croire que les Africains n'ont pas résisté à la traite. Donc le professeur Filemon va vous parler des formes de résistance à la traite négrière. Et le professeur Chilombaye va vous parler des formes de la traite aujourd'hui. Eh bien, la traite négrière, c'est quoi? Et en quoi c'est un crime contre l'humanité? La traite négrière, comme son nom le dit, c'est un commerce des Noirs. C'était pas seulement le commerce, c'était aussi une attaque généralisée contre le noir et même une destruction ciblée des noirs. S'il y a des juristes ici qui comprennent que je suis en train de donner déjà les éléments constitutifs, n'est-ce pas, des qualifications légales de ce fait-là, qu'est la traite négrière. Attaque généralisée contre des Noirs qui constituent une population civile, mais aussi destruction ciblée de Noirs en tant que groupe racial et même groupe national. Pourquoi on attaquait les Noirs, et on les arrêtait, on les enlevait et on les amenait ailleurs? Pourquoi on les vendait et puis on les plaçait dans la situation d'esclaves? Ils appartenaient à leur maître. C'était à l'époque de l'essor de ce qu'on appelle le Nouveau Monde, l'Amérique. Les Européens avaient besoin de construire leur économie, l'économie euro-américaine. Alors ils ont eu besoin de la main-d'œuvre. Ils ont utilisé au départ les Indiens. Mais les Indiens mouraient en grande quantité. Un évêque, Las de Casas, va proposer les Noirs aux motifs qui sont robustes. Mais ce n'était pas le seul motif. On a considéré que le Noir était maudit par Dieu et l'Église protestante enseignait à l'école du dimanche que les Noirs c'était des êtres inférieurs. Parce que Dieu les a maudits, ils sont héritiers. Nous serions-nous héritiers de la malédiction de Cham et de son fils Canaan? Nous serions les descendants de Canaan. Mais il n'y a aucune preuve biblique de ça. De toute façon, Dieu fit l'homme à son image, à sa ressemblance. Il n'y a pas de race. Ce qu'on appelle les races, c'est tout simplement le fait que vous avez beaucoup de mélanine. Quand on a beaucoup de mélanine, la peau est sombre. Quand on a moins de mélanine, la peau est claire. La notion de race est une notion fausse. Dieu a créé l'homme tout court, mais il y en a qui deviennent noirs parce qu'ils ont la mélanine en grande quantité, il y en a qui sont clairs parce qu'ils ont moins de mélanine. La peau noire, c'est une peau très belle parce qu'elle est protégée, beaucoup plus protégée contre le soleil que les gens qui sont plus clairs, qui n'ont pas beaucoup de mélanine. Mais on a dit, est-ce que vous me suivez? Vous me suivez très bien là derrière? Vous m'entendez clairement? On a dit que nous étions maudits. Ça, c'est sur le plan théologique. L'Église catholique, par ses papes, a même pris des bulles papales. Une bulle, c'est un document important qui est scellé du latin bulla,
stamp, qui veut dire sceau, qui est scellé et par lequel le pape prend des décisions, par exemple, de nomination épiscopale ou de convocation de concile. Eh bien, le pape Nicolas V a pris une bulle papale et une autre par la suite pour donner le pouvoir au Portugal et même à l'Espagne de prendre possession des Maures et des Sarrasins, c'est-à-dire de l'Afrique Nord, du Maroc principalement, et de prendre ces Noirs-là, parce qu'ils sont maudits. La seule issue pour eux, c'est d'être baptisés dans la religion catholique et d'être au service de l'homme blanc. En dehors de l'homme blanc, l'homme noir ne peut pas se développer, parce qu'il a été maudit. Et cette malédiction va partir grâce à son baptême. Et ensuite, grâce à son travail au service du blanc. En dehors de cela, il n'a pas de destin. Il n'a pas d'avenir. Non seulement, du point de vue théologique, nous étions maudits, mais du point de vue philosophique. Les philosophes des Lumières, notamment Montesquieu, a dit, parlant de toi et de moi, ce dont il est question sont noirs de la tête aux pieds. Il est impossible que Dieu, qui est si bon, ait pu mettre une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Et le don a même dit que le sperme de l'homme noir n'est pas aussi blanc, aussi nacré que celui de l'homme blanc. C'est un sperme qui peut contagier toute la race blanche et la détruire. C'est pourquoi, si une femme blanche tombait amoureuse d'un homme noir, c'était interdit, on tuait les noirs. Et les enfants qui naissaient d'ailleurs des mariages de noirs, le code noir, je vais vous en parler tout à l'heure, le considérait comme des bâtards. Les négrillons, c'est-à-dire les petits nègres, étaient considérés comme des petits singes qui caressaient mieux les dames raffinées blanches que les singes. Et qui voyaient la nudité de ces femmes blanches, parce que c'était des animaux, c'était des bêtes. En effet, Louis XIV a pris une ordonnance, l'ordonnance de mars, qui est appelée le Code noir. Eh bien, d'après ce Code noir, il fallait chasser tous les juifs des endroits qui étaient indiqués. Ensuite, il fallait arrêter les Noirs, en faire des esclaves, et surtout s'attaquer à toute religion autre que la religion catholique apostolique. Et l'article 44 de ce Code noir, de cette ordonnance, qu'on appelait Code noir par la suite, dira: nous déclarons, nous, Louis XIV, par la grâce divine, par la providence divine, nous déclarons que les Noirs sont des bêtes et des meubles. Et en Amérique, le noir était une institution particulière pour laquelle on payait l'impôt, on payait sur tous les biens. Donc quand on arrêtait les noirs et que l'on l'amenait, on les liait. On liait les noirs avec des jougs en fer, avec des chaînes. Ce n'étaient pas des humains. Nous n'étions pas des humains. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des formes de traite où on les traite comme des non-humains. Lorsqu'un président de la République voudrait le sort de son pays, il devient un danger pour l'Occident. Il faut les tuer. On va vous tuer comme un animal. On continue à enlever les enfants et les femmes. La traite des êtres humains continue aujourd'hui. Parce qu'à l'époque de la traite négrière, les femmes noires servaient aux relations sexuelles. C'était le viol. Le viol qui détruisait. C'était un génocide, déjà, à l'époque. Alors donc, quand on arrêtait les noirs, on pouvait prendre toute une famille, on leur donnait un numéro matricule, et ce numéro matricule était, si vous voulez, placé sur leur corps au fer. Au fer. Du fer rouge, chauffé au feu. Mais vous êtes un animal, vous êtes une marchandise. On comptait ces hommes
comme des pièces d'Inde. Si vous êtes nombreux comme marchandise, voyez quand vous avez la marchandise, place ces choses de la motoka, on va marchandise hein? Parfois même jeter la marchandise qui est avariée. Eh bien, ceux qu'on trouvait faibles ou qui se sentaient malades, on les jetait aux animaux, on les jetait par-dessus bord, de sorte que des requins suivaient les négriers, les navires négriers, pour se nourrir de la chair humaine. Parfois, on abandonnait certains esclaves sur les lieux et ils étaient dévorés. Et quand on les amenait, après les avoir achetés, c'était déjà le commerce qui a fait prospérer l'Europe. La vente simplement d'esclaves là a fait la prospérité de l'Europe et de l'Amérique, des propriétaires d'esclaves, parce que la vente rapportait de l'argent. C'était un commerce qui a fait prospérer Liverpool, par exemple, qui avait 90 navires de transport de nègres, le port de Liverpool en Grande-Bretagne. La France, Nantes, tout ça, ce sont des endroits qui ont été construits par l'argent de la traite négrière. Et on les envoyait sur de nos matricules, on prend le papa, on l'envoie sur la Louisiane. Vous êtes des enfants, vous avez vos parents, non? Vous imaginez, on vient vous prendre chez vous, n'est-ce pas? Si vous avez des bébés, on les écrase. S'il y a une femme enceinte, on la tue. Et puis on vous amène votre papa, il a un numéro matricule là. Il va recevoir le nom là où il va aller. Le nom que son maître va lui donner. Et on lui donne le numéro matricule, on l'envoie à Cuba. Vous, on vous envoie sur la Louisiane. Votre mère, on l'envoie à Guyane. Des familles séparées qui vont dans un endroit de non-retour. Ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les afro-descendants qui peuplent l'Amérique et d'autres pays, le Brésil, le Panama, le Cuba, la France, Guyane, Martinique. Ce sont des Congolais dont certains commencent à se reconnaître comme étant de descendance congolaise, comme Mike Tyson. Vous les connaissez, les boxeurs. C'est un Congolais. Un jour, nous allons l'amener ici, au Congo. Ah oui. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une conférence, une fondation, la fondation Ipion a organisé une conférence au cours de laquelle des afro-descendants sont venus s'exprimer. Quand on envoyait ces noirs, familles séparées, ils allaient dans les lieux où on les envoyait, ils étaient la propriété de leur maître, qui avait le droit de vie et de mort, qui pouvait les tuer, qui pouvait en faire ce qu'il voulait. Surtout, on les utilisait dans les plantations de canne à sucre, de riz, etc. Et c'est ainsi que les Noirs d'Afrique, dont 60% sont venus du Congo, ont construit l'économie héro-américaine. Cette prospérité américaine, c'est notre œuvre. Lorsqu'ils ont compris que ce n'était plus nécessaire que l'homme fût utilisé comme machine chez eux, ils ont décidé de transformer la traite négrière en colonisation. Au motif qu'ils venaient pour nous libérer de la traite négrière et de l'esclavagisme, mais ils ont pratiqué la même chose. Ils ont tué les Congolais, ils les ont exploités. Et quand nous sommes devenus indépendants, même les indépendances, ils les ont organisées de sorte que nous ne puissions jamais prospérer. Ils nous ont divisés. Ils nous ont fait comprendre le paternalisme signifie que vous n'êtes pas capable de vous gouverner vous-même. C'est comme ça que vous verrez un ambassadeur qui se trimballe, qui intervient, qui parle aux militaires, hein, qui donne des instructions au président de la République, etc., dans divers pays. C'est la traite négrière qui continue. Cette partie, on va vous en parler par le professeur. Il y a eu des conséquences très graves. Conséquences sur le plan mental. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a parmi vous qui croient qu'ils sont inférieurs aux Blancs. Vous voulez vous habiller, surtout les femmes, elles veulent s'habiller comme les Blancs. Regardez certaines parmi vous. Elles ont des faux cheveux. Vous savez ce qu'elles font souvent? Regardez-moi ici. Regardez-moi un peu ici. Vous me regardez? Voyez comment vous faites? Ce qui montre votre esclavagisme mental. Vous voyez quand vous parlez, vous faites aussi ça. N'est-ce pas?
Vous avez le faux cheveux, vous mettez là-bas, et puis, oui, tout ça. C'est le complexe d'infériorité que nous a donné. Vous vous habillez, vous portez les pantalons, vous portez ceci, vous voulez ressembler à l'Européen. Vous savez que les Européens, parfois, ils disent, mais pourquoi les Africaines ne restent pas africaines, ne s'habillent pas comme les Africaines? Il y en a qui veulent parler comme les Blancs, s'exprimer comme les Blancs, parce que vous savez qu'à l'époque belge, on a mis le système d'immatriculation de nos pères, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire les évolués blancs, on envoyait quelqu'un pour venir voir comment vous mangez. Si vous mangez à table avec vos enfants, comment vous riez. Il ne fallait pas dire ah, non, non. Il fallait dire oui, oui, c'est vrai, c'est exact. Hein? Oui. C'était ici, dans notre pays ici. Et on donnait la carte des mérites, comment on l'appelait? La carte de la déclaration des mérites civiques. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Souvent, vous voulez parler comme les Blancs. C'est pas, vous savez pas. N'est-ce pas? Vous êtes tout le temps sur Internet, vous regardez tous les films de l'étranger, vous regardez à peine vos propres films, vous appréciez à peine ce qui est fait chez vous. Vous voyez quelqu'un qui dit, on a là sur le petit kuna, mais il y a un petit mikini. Il faut là qu'il y ait des bikinis. Mais vous ne vous appréciez pas, vous n'appréciez pas. Vous ne savez pas qu'il y a des tissus qui sont faits sur place ici, qui sont morts. Vous ne reconnaissez pas que votre frère peut être intelligent, peut être capable. Vous ne vous reconnaissez pas capable. Et quand vous voyez une petite blanche qui vient vous parler, vous croyez que... Vous savez, il y a des noirs qui ont l'occasion d'avoir une copine blanche, alors ils marchent comme ça. J'ai une espagnole, j'ai une italienne. Mais moi, je voudrais vous dire, vous, mes soeurs, que vous êtes très belles. J'aimerais 1000 fois avoir pour épouse une Congolaise qui est européenne. Mais malheureusement, les Congolaises sont devenues européanisées dans la mentalité. Elles commencent aussi à vous demander ce qu'on appelle Massani. Nous sommes dans la parité. On oublie toute notre culture. N'est-ce pas? On oublie toute notre culture, toutes nos valeurs qui faisaient que nous soyons Congolais à part. On a même pillé nos arts. On les a amenés. Rousseau disait que le noir était capable des œuvres de l'esprit. Il est capable de raisonner. Il est capable de comprendre les sciences. Alors que l'os du chameau prouve qu'au Congo, ici, à la frontière de l'Ouganda, on pratiquait déjà des mathématiques. Bien des siècles auparavant. On nous a dit que la première déclaration des droits de l'homme des citoyens, c'est la déclaration française. Mais je vous dis que c'est la déclaration du Mali, de Soundiata Keïta. La première déclaration des droits de l'homme. Est-ce que vous le savez? Ah voilà. On nous fait croire que ce sont eux qui savent tout. Tout ça, ce sont les conséquences de la traite négrière. Ce fut à la fois un crime contre l'humanité, un génocide. D'abord parce qu'en tant que crime contre l'humanité, les crimes contre l'humanité sont commis en temps de paix comme en temps de guerre. Il faut qu'il s'agisse d'une attaque généralisée dans le cadre d'un plan conçu pour s'attaquer à la population civile, pour les l'ordre. Et c'était un génocide aussi, parce que le génocide, c'était une destruction d'un groupe ethnique, d'un groupe racial en tant que tel. Or, on nous a attaqués parce que nous étions des Noirs. On a considéré que le Noir ne peut pas vivre, le Noir ne peut pas exister. Bien entendu, nos ancêtres n'ont pas accepté ça. Ils ont résisté. Je vais vous laisser entendre le professeur Philémon qui va vous en parler avec beaucoup de force, beaucoup de conviction pour vous dire que nous les Congolais, nous avons été très résistants, nous n'avons jamais accepté la servitude. Voilà, je passe la parole au professeur Philémon en vous disant que vous allez nous excuser d'être bref, parce que nous partons pour Boma, c'est 500 km sans Brésil, nous allons nous arrêter à Matadi. Et donc, quand il aura fini son exposé, je vais donner la parole au professeur Chikoubaï, et puis je vous donnerai la parole pour quelques minutes.
D'accord? Vous poserez des questions. Voilà, nous allons suivre le professeur Philomène. Mukendi, je suis docteur en philosophie et licencié en sociologie de l'Université catholique de Louvain en Belgique. J'enseigne ces deux matières, philosophie et sociologie, à l'UPEN et à l'UCC. Et quand j'ai le temps, j'essaie d'écrire et je viens de sortir un livre intitulé Racisme, identité et citoyenneté, qui porte notamment sur ces questions. Alors, je suis obligé d'être bref, on a peu de temps. Je vais donner quelques éléments qui pourront peut-être nourrir la discussion. D'abord, sur la journée du 23 août 1791, vous devez retenir que c'est ce jour-là qu'a commencé le processus qui a conduit à l'indépendance de Haïti. C'est très important. Très souvent, nous oublions les grandes dates de notre histoire. Il y a eu une révolte, mais il faut voir le résultat de cette révolte. C'était encore l'époque de la Révolution française. Des Noirs comme vous et moi, au départ, ils étaient 30 000. Et en quelques jours, ils étaient 500 000, conduits par un certain Boukman. Mais très rapidement, un chef s'est manifesté, il s'appelait Toussaint Louverture. Vous devez connaître Toussaint Louverture. Et celui qui a mené cette révolte au point de contraindre la France à abolir l'esclavage à Saint-Domingue, Haïti actuel. Donc il faut savoir que si la France a aboli l'esclavage à Haïti, c'est suite à cette révolte de Noirs comme vous et moi. Donc je commence par là pour que vous compreniez pourquoi finalement cette journée, c'est la journée de la résistance, c'est la journée de la libération. Et c'est pour nous une interpellation. Pourquoi une interpellation? Parce que très souvent, quand on évoque la traite négrière, ça c'est le commerce des Noirs, on a souvent expliqué, et qu'on évoque l'esclavage, donc le fait que les Noirs sont tenus en captivité au service des maîtres, on pense que ces gens-là se sont pratiquement livrés aux Blancs. On pense qu'ils ont accepté d'être opprimés et qu'ils n'ont jamais refusé. Et pourtant, c'est faux, archi-faux. Mais avant d'arriver à cette résistance, juste deux mots sur l'impact. L'impact, c'est quoi l'impact? Ce sont les conséquences. Cette traite négrière, cet esclavage dont a parlé le professeur Ngoy, quelles ont été ses conséquences? Parce qu'il faut savoir que pour nous, la traite négrière est passée comme fait historique. Mais ces conséquences, nous les vivons encore chaque jour. Et le prof l'a rappelé, dans notre chair, dans notre mental, mais aussi dans notre vie économique. Juste quelques éléments. Une des conséquences de la traite négrière, ça a été le déclin démographique. C'est-à-dire que la population africaine a beaucoup diminué du fait de la traite négrière. Parce que quand ces gens-là venaient, ils détruisaient des villages, ce qu'on appelle des razzias. Ils opposaient les villages les uns aux autres pour pouvoir prendre les prisonniers de deux camps. Et ils amenaient tout ce monde-là. Et quand ils étaient sur le bateau, il y avait les maladies de toutes sortes, parce qu'il y avait la promiscuité. Il y avait des révoltes qui étaient réprimées dans le sang. Il y avait les suicides dont je vais parler. Donc bref, la plupart des chiffres, ils vous parlent de 30 millions, etc. Mais là, on évoque seulement les Noirs qui sont arrivés en Amérique. Mais on oublie de dire que si 100 Noirs sont arrivés, peut-être 200 sont morts. Vous suivez, vous voyez le rapport des chiffres. Donc, beaucoup de morts, quand on cherche à les capturer, beaucoup de morts sur les bateaux, beaucoup de morts qui arrivent dans un pays inconnu où il fait froid, beaucoup de morts qui périssent aussi à cause des conditions de travail. Voilà pourquoi certains chercheurs, notamment la veuve de Cheikh Anta Diop, pour ceux qui le connaissent, c'est une historienne, il dit qu'on peut même évaluer à 140 millions le nombre de victimes de la traite négrière. Et ici, sur le territoire
de notre chère province du Congo central, il faut rappeler que nous avons un exemple concret de ce déclin démographique. C'est le royaume Congo, après les 4 siècles de traite négrière, le royaume était presque dépeuplé. Et ça, il faut le savoir, c'est du fait de la traite négrière. C'est la traite négrière qui a détruit le royaume Congo. Donc, première conséquence, démographique. Deuxième conséquence, c'est la déstabilisation, justement. Quand vous savez que vous avez affaire à un ennemi qui vient vous prendre votre jeunesse, puisque les esclavagisés, le terme que beaucoup, comme moi, utilisent, on ne dit pas esclave, parce que ce n'était pas leur statut humain, on dit esclavagisés. Donc des gens qui étaient réduits en esclavage. Quand on vient prendre les esclavagisés jeunes et qu'on va partout pour fomenter des guerres, on déstabilise un pays, n'est-ce pas? Les gens n'ont plus le temps d'organiser leur espace, de faire l'agriculture, de pratiquer des activités culturelles. On fuit dans la brousse, on va de tous côtés, donc déstabilisation. Mais il faut souligner aussi ce qu'on appelle en économie l'extraversion. L'extraversion, ça signifie que votre économie, qui était d'abord à votre service à vous, est maintenant placée au service des étrangers. En un mot, je pourrais, en tant que profane, définir ainsi l'extraversion. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les Européens arrivent en Afrique, qu'est-ce qu'ils amènent? Ils amènent de l'alcool, des tissus, des armes. Est-ce que ces produits-là apportent quelque chose à l'économie de l'Afrique? Dites-moi. Les armes, l'alcool, les tissus, ça n'apporte rien, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils apportent? Ils ont apporté les produits que je viens de citer. Mais qu'est-ce qu'ils ramènent en Europe, en Amérique? Qu'est-ce qu'ils ramènent? Qu'est-ce qu'ils ramènent? Mais non, pas le caoutchouc. Vous n'avez pas compris encore notre thème. Qu'est-ce qu'ils ramènent? Ils ramènent des hommes, non? Non, retenez bien, on appelle ça le commerce triangulaire. Le train, ils partent de l'Europe avec des bateaux. Dans ces bateaux, il y a de l'alcool, des tissus, des armes principalement. Quand ils arrivent en Afrique, ils déversent tout ça, ils donnent aux chefs, coutumiers à d'autres. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher en Afrique? Ils sont venus chercher les hommes, justement, les esclavagisés. C'est pas le caoutchouc, non. Quand ils repartent, leurs bateaux sont pleins d'hommes et de femmes et d'enfants. Quand nous parlons de traite négrière, quand nous parlons de commerce, la marchandise qu'ils venaient chercher en Afrique, ce sont nos ancêtres. C'est ça qu'on a essayé de vous expliquer. Alors, suivez bien. Eux, ils amènent de l'alcool, des tissus et des armes. Qu'est-ce qu'ils ramènent? Et ces hommes-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord la force de travail. Donc la capacité de travailler, non? Donc, la capacité de travail qui est arrachée à l'Afrique, elle va où? Elle va en Amérique. C'est en Amérique d'abord. Aux États-Unis, au Brésil, à Cuba, etc. Donc, la force de travail s'en va. Mais qu'est-ce qui s'en va? La culture s'en va. La créativité artisanale s'en va. Et voilà comment on a déstabilisé le continent. Comment on a créé aussi de nouveaux besoins. Ah, il nous faut davantage de tissus. Quand est-ce qu'on va nous amener des armes pour combattre mon ennemi du pays, du village voisin, etc. Donc, conséquences démographiques, conséquences en termes de déstabilisation et d'extraversion. Alors, sur le plan économique, très rapidement, lorsque pendant 4 siècles, on amène des bateaux, ces bateaux, il faut les construire, n'est-ce pas? Donc, pendant cette période, on a dû construire les bateaux en grand nombre. C'est ainsi que l'industrie lourde a été favorisée dans les pays européens. Donc, cette industrie lourde a pris son essor grâce au commerce négrier. Mais il y a aussi les assurances. Vous connaissez les assurances? Vous connaissez les assurances? Bon, apparemment, non. Bon. Lorsqu'il y a des risques
par exemple, si cette maison prend feu, il y a des sociétés qui vont venir vous indemniser parce que vous avez cotisé. Je ne vais pas vous expliquer tout ça en détail. Je veux seulement dire que tout le commerce négrier était assuré. Donc, les compagnies négrières payaient des frais aux assurances pour que s'il y a un dommage quelconque, un bateau a coulé, un bateau a été attaqué, l'assurance va les rembourser. Est-ce que vous voyez comment les assurances ont profité du commerce négrier? Donc, premier bénéficiaire, nous avons dit l'industrie lourde qui fabriquait les bateaux, qui fabriquait les armes. Deuxième bénéficiaire, les assurances, puisque les bateaux, les compagnies négrières devaient leur payer quelque chose. Est-ce que ça va jusque-là, c'est clair? Ça va? Troisième bénéficiaire, ce sont les banques. Lorsque les bateaux arrivent en Amérique, ils laissent les esclavagisés. Ces esclavagisés vont travailler dans les champs de coton, dans les champs de tabac, dans les champs de canne à sucre. Et maintenant, ce sont tous ces produits-là qu'on amène en Europe. Vous voyez pourquoi on a parlé de commerce triangulaire? Ils partent de l'Europe avec les armes, les tissus, ils arrivent en Afrique, ils débarquent ça. En Afrique, ils embarquent les esclavagisés, qu'ils amènent en Amérique aux Antilles. Ces gens vont travailler là-bas, durement, sans salaire. Et tout ce qu'ils rapportent maintenant, le tabac, la canne à sucre, tous ces produits-là, c'est ça maintenant qu'on met dans les bateaux, qu'on ramène maintenant à l'Europe, d'où on était parti. Alors, ça fait beaucoup d'argent, ça fait des millions, puisqu'il y a des profits sur les personnes qu'on a vendues. On achète un esclavagisé en Banza Congo ou à Boma, par exemple à 100 $, on va le revendre à Dubaï à 1000 $. Les chiffres sont là, donc je ne vais pas vous donner les détails. Voilà des profits. Mais deuxième type de profit sur le plan économique, c'est leur travail. Ces gens travaillaient presque 20 heures sur 24. Tout le coton qui était produit, tout le tabac qui était produit, toute la canne à sucre qui allait être vendue en Europe. Et ces gens-là, maintenant, eux qui étaient déjà libres, ils retournaient au sud, où ils risquaient d'être attrapés, ils retournaient au sud pour organiser la fuite d'autres esclavagisés. Vous imaginez ça? Donc quelqu'un qui est déjà libre, comme vous ici, vous êtes déjà libre de ne plus quitter l'oppression, mais vous dites non, non, moi je retourne pour aller maintenant œuvrer à la libération de ma famille ou de mes amis, ou carrément d'autres noirs comme moi. Donc ça, ce sont des choses qui ont été faites. Alors, je termine par 3 points importants. C'est d'abord l'instruction. L'instruction, qui est beaucoup négligée aujourd'hui chez nous, n'est-ce pas? Où on préfère coopérer, où on préfère le suivi. L'instruction. L'instruction était un acte de résistance. Puisqu'ils se sont dit, mais les Blancs ici nous ont dominés, notamment par leur instruction avec leur arme. Notre force, ce sera de nous approprier cette arme-là, l'instruction. Parce que l'instruction était interdite. Les Blancs savaient bien que quand un Noir commence à réfléchir, à lire et à écrire, il ne va plus accepter sa condition. Interdiction. Si on trouve un Noir en train de lire, on le punit sévèrement. On peut même le tuer. Et on a des exemples où un Noir apprend à lire tout seul. C'est facile, on n'a pas le temps, mais ce serait intéressant pour que vous compreniez que négliger l'instruction comme nous le faisons dans d'autres pays, c'est criminel. Puisque ceux qui étaient en esclavage se sont battus pour s'instruire, et nous qui avons les moyens de nous instruire, nous négligeons. Alors c'est vraiment difficile à comprendre. Alors, autre instrument, c'est la religion. Les Noirs se sont dit, mais les Blancs ici nous dominent en nous disant que nous sommes les descendants de Cam, qui était l'enfant de Noé et tout ça, et il y a eu malédiction. Vous connaissez l'histoire, non? La malédiction de Cam. Donc ils ont utilisé la religion pour nous dominer. Eh bien, nous avons utilisé la religion pour nous libérer. C'est ainsi que beaucoup de meneurs de révolte étaient des pasteurs. Beaucoup de meneurs de révolte s'appuyaient sur la Bible, notamment sur l'Exode, pour dire « Laissez mon peuple s'en aller.
Vous, blancs, laissez les noirs, ça allait laisser les noirs libres. Et puis, vous savez, dans leur livre, ils ont même dit, Dieu est noir. Si on vous demande, vous ici, Dieu est noir ou il est blanc, vous allez dire il est blanc. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, et bien nos ancêtres là ont dit non, Dieu est noir. Parce que quand vous vous mettez en tête que vous êtes à l'image de Dieu et que Dieu est noir, mais ça vous transforme. Vous ne pouvez plus accepter d'être l'esclave de qui que ce soit. Troisième instrument, troisième arme de lutte, c'est la culture, la musique, la poésie, la littérature. Tout ça a été utilisé par eux, même quand ils étaient encore sous l'esclavage. Il y a eu des noirs poètes qui étaient encore esclaves, notamment une jeune fille de 13 ans qui avait été déportée du Sénégal, qui s'est retrouvée aux États-Unis. Il a écrit des poèmes magnifiques. Même le roi d'Angleterre, à l'époque c'était un roi, ce n'était pas une reine comme maintenant, même le roi d'Angleterre a admiré les poèmes de cette jeune fille de 13 ans qui faisait de la poésie. J'espère que ça peut vous inspirer, non? Vous n'avez pas accepté la médiocrité. Il y avait la chanson qui n'était pas pour dire oh loquet ton aïeul, non! Des chansons au service de la libération. Quand on organisait le chemin de fer souterrain, quand on organisait un voyage pour aller chercher les esclavagisés, on chantait. C'était des messages. Attention, nous sommes en route. Attention, préparez-vous. Attention, venez nous rejoindre. On utilisait des chansons. Alors, je termine en disant, qu'est-ce que nous tirons comme leçon de tout ça? Si les Noirs ont résisté, c'est parce qu'ils se concevaient comme des personnes dignes. Ils avaient le sens de leur dignité. Ils étaient attachés à leur liberté. Voilà pourquoi ils ont refusé la servitude jusqu'à se tuer. Jusqu'à tuer. Et un être qui tue ou qui se tue au nom de la liberté, on ne peut pas dire que c'est l'être inférieur quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la résistance, c'est aussi un démenti contre le racisme, puisqu'une des conséquences de la traite négrière, c'était le racisme. Le racisme anti-noir, là, l'idéologie qui dit que les Noirs sont inférieurs, date de cette époque-là de la traite négrière. Avant, dans le monde gréco-romain ou dans le monde grec, on ne faisait pas attention à la peau. Bien au contraire. C'est après, à cette époque-là, les Noirs sont des animaux, les Noirs sont inférieurs. Donc, toute cette résistance-là que nous venons d'exposer montre bien que l'homme noir n'a jamais accepté la servitude. Si nous, aujourd'hui, nous acceptons la servitude, si nous, aujourd'hui, nous sommes passifs, ben, nous ne sommes pas les vrais Noirs. Parce que les vrais Noirs, ce sont qui ont résisté, qui sont là. Donc, si nous voulons être de vrais Noirs, si nous voulons honorer nos ancêtres, gardons la mémoire de la traite négrière, maintenons cet esprit de résistance et montrons-nous dignes des sacrifices qu'ils ont consentis. Voilà, c'est par là qu'il termine. Je vais donner la parole à M. Choubaï. Il va essayer aussi d'être très bref de résumer ce Choubaï. Je suis professeur à l'Université de Kinshasa, où j'enseigne le droit international public et les relations internationales, et enseignement que je dispense aussi dans d'autres établissements du pays, notamment l'Université catholique au Congo, l'Université Notre-Dame du Kassai, l'Académie militaire et l'Université officielle de Mbujimayi. Alors, je suis avocat de la Gombe. Voilà, brièvement, c'est ce que j'ai fait. Je suis aussi député provincial. Et il est la 8e personnalité de l'UDPS. Voilà. On m'a demandé d'intervenir ici sur les Nations Unies et les nouvelles formes de la traite négrière en Afrique, regard sur une œuvre abolitionniste inachevée. Ici, bien évidemment, il ne s'agit pas de revenir sur ce qui a été dit ici, qui sont des notions bien réservées aux spécialistes, aux professionnels de la question sur la traite négrière, mais bien de s'arrêter sur l'intervention précise ou particulière de l'Organisation des Nations Unies dans le processus d'abolition de la traite négrière.
Il est bien évidemment clair ici que, comme vous le savez, la traite négrière n'a pas été concrètement abolie dans le cadre interétatique ou dans le cadre d'une organisation internationale. Plus précisément ici les Nations Unies, c'est vrai qu'il y a eu cette convention de 1926 dans le cadre de la Société des Nations. Mais ce que nous savons, c'est que les États ont tenté de manière unilatérale, chacun pour ses intérêts, comme on l'a vu avec la France lors de la conférence de Vienne, intervenue pour remettre de l'ordre en Europe après les guerres napoléoniennes en 1815. C'était donc dans des intérêts de la France, particulièrement pour sa réinsertion dans la communauté internationale d'alors, qu'elle a dû négocier avec l'Angleterre pour abolir l'esclavage. C'est bien pour ses intérêts. Ici, le plus important, c'est de constater que l'Organisation mondiale, ici je parle de l'Organisation des Nations Unies, communément appelée la ONU, et le rôle qu'elle a joué dans le processus de l'abolition de l'esclavage, de la traite négrière, mais plus précisément dans ses formes modernes. Lorsqu'on dit les formes modernes ici, c'est comparativement aux traits communs qui considéraient la traite négrière et l'activité de maintien en esclavage comme étant la situation d'une personne ou d'un individu qui se trouve dans une condition telle qu'il s'exerce sur lui de droits de propriété. Lorsqu'on dit les droits de propriété, les juristes savent ce que ça signifie. Ça signifie que je possède un bien sur lequel j'exerce les droits fondamentaux naturels. La poussus, l'usus et le fructus. Ça signifie quoi? Le droit de détenir une personne humaine comme un bien, le droit de l'utiliser. L'utiliser, ça signifie l'exploiter, en vue probablement de tirer profit du résultat du travail qu'il exerce, mais aussi le droit d'abuser. Lorsqu'on dit abuser pour un bien, on voit l'aliénation, la possibilité de s'en débarrasser par vente ou par casse. C'est donc cette réalité qui a identifié l'activité principale de l'esclavage dans sa forme ancienne, qui a été combattue de diverses manières et qui a été probablement, on peut dire, à ce jour, éliminée. Mais c'est à partir de la charte atlantique, si vous savez, c'est bien évidemment un certain jour du 14 août 1941, lorsque le Premier ministre Churchill britannique et le président Franklin Roosevelt des États-Unis se sont rencontrés en mai en 1941 en pleine guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, pour parler de l'avenir de l'humanité, de ce que serait l'organisation du monde après la fin de la guerre. Et à cette occasion, ils ont imaginé que, bien évidemment, même si la guerre mondiale avait eu des causes plus ou moins limitées et susceptibles d'être énumérées, mais ces causes étaient nombreuses, parmi lesquelles il y avait notamment le principe de subjugation humaine résidant dans le fait de colonisation, d'esclavage ou d'autres formes de traitement inhumain et dégradant de la personne humaine. Ainsi, par exemple, il prévoyait qu'à la fin de la guerre, il fallait établir un système international qui permettrait à la personne humaine où qu'elle se trouve de vivre à l'abri du besoin et de l'intérêt. Lorsqu'on dit à l'abri du besoin, ça signifie que la personne puisse se satisfaire, avoir un logis, l'habillement décent et une nourriture conséquente pour son bien-être. À l'abri de la terreur, c'est de s'éviter toute forme de traumatisme. Et parmi ces formes de traumatisme, on y voit déjà l'esclavage et la colonisation. Je note d'emblée que l'intérêt, bien sûr, des puissances qui se battaient pour l'esclavage et la colonisation n'était pas un intérêt propre à nous, peuple noir, colonisé, subjugué, et qui était soumis à cet exercice ou à cette exploitation d'esclavage, mais il y avait d'autres intérêts sur lesquels nous pourrons revenir à d'autres moments ou dans d'autres circonstances. Mais ici,
le plus important, c'est de constater que l'esclavage en tant que tel avait été épinglé comme valeur négative qu'il fallait bien évidemment éradiquer, conjurer après la fin de la guerre, et qu'il a été aussi considéré comme l'une des causes de la guerre à laquelle il fallait mettre fin pour que la stabilité, pour que l'on ait une paix durable qui serait conséquente à la liberté durable. Voici dans quel contexte les Nations Unies ont pris le courage, avant même leur création, dans son cri de cœur, c'est qu'on a dit plus jamais ça, de prendre à bas le corps la question de l'esclavage. Et ici, si nous y revenons, c'est pour voir comment les Nations Unies se sont impliquées dans cette question, quels sont les efforts majeurs qui avaient été conjugués, et ici nous disons les nouvelles formes, pourquoi on parle d'une œuvre abolitionniste inachevée. À partir de 1948, il y a eu, dans le cadre bien évidemment de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, on vous dit souvent que cette Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas une source contraignante de droit international public pour dire que le respect des principes que cette déclaration consacre n'est que facultatif parce que les États ne se sont pas obligés de manière contraignante. Mais non, il est une réalité ici qu'elle-même, la Déclaration universelle des droits de l'homme, est devenue une source non écrite, ce qu'on appelle généralement les coutumes, mais au-delà de cela, elle consacre fondamentalement des valeurs qui sont des valeurs intransgressibles dont nous allons parler ici sous le format de ce qu'on calcule désormais de IUSCO 15, la norme impérative de droit international. Et lorsqu'on parle de cette norme impérative de droit international, sa première assertion, celle qui a toujours été citée bien évidemment, c'est l'abolition de l'esclavage. C'est le premier principe que la communauté internationale des États dans son ensemble a considéré comme valeur à supprimer à tout prix, et que cette suppression ne devrait plus dépendre de la volonté d'un État pris ou timouli, mais bien évidemment une abolition absolue, de sorte que tout engagement international, de quelque sorte que ce soit, lorsqu'il consacre l'esclavage, pouvait être considéré comme non avenu, comme inexistant. C'est ce qui va être consacré notamment en 1969 par la Convention de Vienne sur le droit des traités, plus précisément en son article 53, lorsqu'elle formalise son principe de normes impératives de droit international. Il est malheureusement à constater que si l'esclavage, dans le sens que le professeur Théodore et le professeur Mukeli ont exposé ici, ne plus en vogue, mais des nouvelles formes d'esclavage se sont développées avec des conséquences peut-être pires que l'esclavage que nous avons connu, celui qui consistait en la transposition, dans le fait de déplacer des personnes, plus précisément dans ce qu'on a entendu par l'expression sauvage, et que cet esclavage, qui peut être considéré comme ayant été totalement écarté, qui est étudié pour des raisons substantiellement historiques, qui a clochardisé et chosifié la personne noire, bien qu'elle n'existant plus, ces nouvelles formes peuvent même être considérées comme beaucoup plus dangereuses que celles que nous avons vécues dans le passé. Il est donc nécessaire de devoir les énumérer rapidement pour voir comment elles sévissent et comment les Nations Unies sont venues intervenir, notamment dans ce cadre pour y mettre fin, celles qu'elles sont en train de vivre aujourd'hui. Nous avons par exemple à ce jour ce qu'on appelle le travail forcé. Le travail forcé, c'est une méthode esclavagiste qui est très très répandue, pas seulement chez les Blancs contre les Noirs, mais aussi entre nous, et plus précisément, vous avez suivi un documentaire récemment qui explique comment les jeunes filles, par exemple, ont été déportées vers les Émirats arabes et qu'elles ont été enfermées dans des maisons où elles travaillent. Elles n'ont pas le droit de voir les passants passer toute votre vie là-bas, parfois sans salaire ou avec un salaire très modique, très insignifiant, qui ne justifie même pas votre existence
comme humains. Et contre ces travaux forcés, les Nations Unies, dans le cadre de l'Organisation internationale de travail, ont dû élaborer des conventions et des directives, entre autres la Convention contre le travail forcé et d'autres instruments très importants consacrés aux droits de l'homme dans l'ensemble pour lutter contre cette pratique. Il y a une autre forme, ce qu'on appelle la servitude pour dette. La servitude pour dette, c'est une pratique que nous avons vécue essentiellement en Afrique, qui consistait pour une famille, par exemple, qui a connu des comptes dans le passé, qui a contracté plusieurs dettes, à donner en contrepartie de ces dettes une jeune fille qui va être consignée en mariage forcé ou en travaux forcés en vue de payer les dettes que cette famille a contractées. C'est une forme de traite de la personne humaine et plus précisément aussi de la traite négrière ici. Il y a la prostitution. Aujourd'hui, à cause de la pauvreté aiguë, mais aussi de certaines conceptions idéologiques, de filles, de jeunes filles sont livrées contre leur volonté à la prostitution. Une prostitution soit forcée pour nourrir des familles entières, une prostitution d'enfants pour faire plaisir à certains maniants de la bourgeoisie mondiale. Vous avez vu qu'il y a des gens qui viennent des Émirats, qui traversent les océans, qui arrivent en Afrique ici, qui achètent des jeunes filles vierges au prix des millions de dollars pour juste se faire plaisir et les utiliser pour ce besoin-là. Rien que ça. C'est une forme d'esclavage moderne qui est au centre des efforts des Nations Unies aujourd'hui. Il y a l'esclavage sexuel, c'est aussi une forme d'esclavage que l'on connaît, ou le tourisme sexuel qui est une pratique assez courante de nos jours ici. Il y a les mariages forcés et les ventes de femmes en vue de mariages forcés. Il y a les mariages correspondance, mais je vais vous étonner, il y a aussi la dot. Aujourd'hui, comment expliqueront-on que l'on se présente dans une famille d'un être humain avec qui l'on veut contracter un mariage et que l'on discute le prix d'une personne que l'on doit verser à une famille? C'est des pratiques difficiles à expliquer à l'homme africain aujourd'hui comme subjugatoire, mais c'est une réalité bien évidemment avilissante qui ne peut plus continuer d'être comprise comme si nous étions dans des sociétés purement, totalement obscurantistes du passé. C'est des pratiques esclavagistes qui devront un jour aussi être observées avec courage, même si elles faussent nos propres convictions, mais aussi notre civilisation, nos valeurs. Il faudra les regarder en face, parce que l'on ne continuera pas de parler de l'égalité entre hommes et femmes. On ne va pas continuer de parler de l'interdiction de la discrimination et de toute forme de discrimination à l'égard de la femme si l'on considère que lorsqu'il faut que deux personnes s'unissent en mariage, il faut que l'une verse de l'argent à la famille de l'autre sans justification autrement humiliante que ce qu'elles sont en train de vivre à ce jour. C'est difficile d'aborder ce genre de questions dans la société d'aujourd'hui, mais je crois que l'histoire va les étudier comme nous étudions la traite négrière aujourd'hui. Nous dirons certainement un jour qu'on vendait les femmes à une certaine période, de quelle période? Au XXIe siècle, lorsque nous aurons pris conscience que ça a été nécessaire que cette pratique soit abolie. Vous voyez, quand nous on grandissait, nos sœurs, lorsqu'elles s'asseyaient, vous savez ce qu'elles faisaient, nos sœurs, pour s'asseoir? Hein? Quand nous on grandissait. Lorsqu'ils se venaient s'asseoir, voilà comment ils s'asseyaient. Elle faisait ça, elle s'asseyait comme ça. Voilà. Elle portait les bagnes ou l'or, puis, mais comment vous asseyez? Les filles, là. Les filles. Et vous rêvez d'aller en Europe, mais on peut vous le dire, beaucoup de filles qui vont en Europe se transforment en prostituées. Vous êtes des choses. Jusqu'à aujourd'hui, le blanc continue à vous considérer comme des singes.
Vous avez suivi comment on a insulté les joueurs noirs de l'équipe d'Angleterre qui ont raté les pénaltys. Comme si c'était la première fois qu'un grand joueur ratait le pénalty. Les joueurs français, comment ils s'appellent, qui a raté le pénalty, on a aussi traité des cinq. Mais le grand joueur français là, qui est devenu président de la Platini, il a fait rater le pénalty, je pense que les championnats du monde, et ils sont nombreux. Mais vous devez savoir, vous voyez, je lisais ici, ça c'est Voltaire qui parle. Hein. Voltaire dit, entre les singes et les nègres, l'intervalle est difficile à cerner. Voltaire que vous aimez lire, on est des livres Philomène Mukendi, vous aimez aller lire Voltaire. Au lieu de lire celui qui a écrit les crocodiles de Loueto, l'autre, Zamenga. Au lieu de lire Zamenga, vous allez lire Voltaire. Mais le Voltaire que vous lisez, il dit qu'entre les singes et vous, l'intervalle est difficile à cerner. Johannes Boyle, secrétaire allemand, dit les noirs est plus proche des animaux sauvages que des hommes. Aristote dit l'utilité des animaux et celle des esclaves est à peu près la même. Ils nous aident par leur force corporelle à satisfaire les besoins de l'existence. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que disent encore les penseurs blancs. Les êtres qui peuplent l'Afrique divaguent aux frontières de l'humanité et de la bestialité. On les soupçonne d'avoir des affinités de sang avec des grands singes. On ne les soupçonne pas, on en est sûr. Des affinités qui n'autoriseraient pas les mélanges sexuels. Du tout. Il y en a beaucoup d'autres que je pouvais vous lire qui vont vous choquer. Rousseau dit tous les écrivains qui en ont parlé s'accordent à les représenter comme une nation qui a, si l'on peut s'exprimer ici, l'âme aussi noire que le corps. Tout sentiment d'honneur et d'humanité est inconnu à ces individus, à ces barbares. Pour eux, on n'a pas d'honneur. Et on dit que la couleur noire, c'est la couleur des ténèbres. Jusqu'à aujourd'hui, les blancs, je dis, vous devez regarder. Quand ils vous voient, voilà comment ils vous regardent. S'il vous dit qu'il vous aime, ce n'est pas curiosité. Quand il vous a connu, vous n'avez plus la valeur. Est-ce que vous le savez? Et on vous dit que le noir n'est pas intelligent. Mais savez-vous que la lampe électrique, c'est l'invention des noirs? Est-ce que vous savez que l'ascenseur, quand vous prenez l'ascenseur, n'est-ce pas? C'est un noir qui l'a inventé. Est-ce que vous, qui parmi nous ne va pas dans un WC? Maintenant, chaque fois que vous faites la WC, souviens-toi que c'est le noir qui a créé ça. Est-ce que vous comprenez? WC, pour le faire d'abord. Ils ont tout le monde. À force des enfants. Vous êtes intelligent. Voilà, vous connaissez un peu plus de choses qu'avant sur votre propre histoire, n'est-ce pas? Monsieur, après avoir été chagriné par votre intervention, après avoir été chagriné par votre intervention sur les propos que vous avez exposés, des questions restent à se poser. Nous voulons juste savoir, pour des précisions, si votre élite est une idéologie ou un réveil scientifique, un réveil des consciences. Votre élite que vous êtes en train de mener maintenant sur la thématique qui nous avait réunis ici. Nous voulons savoir, est-ce que la finalité de ces travaux que vous menez aujourd'hui, de cette thématique à laquelle vous nous avez réunis aujourd'hui, a-t-elle initié de vouloir incriminer les colons qui nous ont colonisés en fait de trouver une responsabilité et que justice soit faite dans cet angle-là? C'est là que notre question est adressée. Si justice sera faite, comment on va indemniser les victimes si vous allez arriver à cela? Sinon, dites-nous si vous voulez juste réveiller notre conscience, mais que ce n'est pas une lutte à vouloir tirer la responsabilité des colons à ce qui s'est produit ici chez nous. Merci. Merci.
Kikadilou Enis. Kikadilou. Kikadilou. Je suis étudiante en jeu de droit. Je sais que je présumais que votre conférence était tout simplement pour nous réveiller, la mémoire également, et nous révolter psychologiquement pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes. Mais maintenant, en tant qu'aînés, qu'est-ce que vous mettez déjà en place pour que non seulement que cette réforme ne soit pas psychologique, mais qu'elle soit aussi matérielle? Parce que nous voulons non seulement nous limiter à savoir que voilà, nous sommes africains et voilà, nous sommes de noirs, nous sommes forts, voilà, mais que nous puissions aussi savoir comment nous pouvons donner plus de valeur à cette peau que nous avons. Merci le professeur. Je suis Mouangate Sazeledi, étudiant en faculté de droit 3e. En fait, j'ai suivi avec attention chronologique votre exposé. J'aimerais juste savoir quelles sont les caractéristiques principales de la traite négrière en Afrique et que dirons-nous avec le système de développerie, n'est-ce pas une autre forme de traite négrière ou néo-traite? Parce que vous venez de nous parler oui, développerie. N'est-ce pas une autre forme de la traite? Et j'aimerais aussi savoir, vous nous parlez ici. Ah, merci. Je reprends de Tingimayana Jennifer, étudiante en jeu 3 droits. Ma question est celle de savoir quelles sont les conséquences de la traite négrière ici au Congo. Monsieur le professeur, je suis Songa Mbongo Généra, étudiante ici à l'Université Congo dans la promotion de jeu de droit. Alors, ma question est celle de savoir. Déjà, avant de commencer, je dirais que je suis contente de cette conférence, mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut en fait, parce que là, je pense que jeu de droit. Je pense que tout le monde ici est content de votre conférence. Et je dois aussi avouer que vous aviez ouvert notre mémoire, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour que l'homme noir, précisément congolais que nous sommes, puissions prendre conscience de ces traits et faire de sorte que nous puissions nous valoriser nous-mêmes, parce que là, je suis un peu perdue. C'est pas ça que je veux dire. Merci. Madame Rojoël, étudiant en droit privé chez Lucia. Après avoir suivi votre exposé, on a eu à relever à l'heure actuelle plusieurs formes de la traite. Ma question est de savoir, la mondialisation actuelle est-elle une forme de traite? Est-elle une continuation de la traite? Dans l'affirmative, quelle est la mondialisation qui correspond à la coutume africaine, bien encore à la coutume nègre? Merci. Bon, vous avez posé la question de savoir si les développeries n'est pas une nouvelle forme de traite négrière. Non, d'abord parce que vous y allez volontairement, on ne vient pas vous prendre par contrainte, c'est vous-même qui allez postuler ou solliciter d'aller. Mais ce qui est évident, c'est que vous avez entendu parler d'un autre phénomène ici, c'est la fuite de cerveau. Hier, bien évidemment, l'Occident avait besoin de gens pour travailler dans les champs. Nous avons parlé du servage ici, pour travailler dans les champs de café, de cacao. Aujourd'hui, nous assistons plutôt ce que le président Sarkozy qualifie d'immigration choisie. Ça signifie que l'Occident a besoin de vous pour aller là-bas habiter, mais on va choisir parmi vous les personnes qui comptent, ceux qui valent en termes de leur formation, de leur capacité à aller contribuer au développement de l'état d'accueil là-bas. Une façon de dire qu'on ne prendra plus que de personnes utiles et non des gens qui vont aller là-bas pour manger et dormir. On va prendre ceux qui vont aller travailler. Moi, je crois, ça ne m'a jamais tenté, bien évidemment, moi, d'aller d'immigrer, hein, ça ne m'a jamais tenté. J'ai eu la chance
de fréquenter l'Europe pendant que j'étais étudiant à l'université de Kinshasa. Je suis parti, je suis rentré, j'avais même beaucoup d'opportunités pour m'évader. J'ai trouvé des compatriotes congolais qui disaient, mais reste ici, tu vas, ça ne m'a jamais tenté. Ce n'est pas beau comme ce pays ici pour qu'un jeune rêve de quitter ce grand Congo pour aller vivre cloisonné dans un petit appartement sans aucun espoir. Mais bien évidemment, ceux qui ont mis en place ce système de DV loterie, bien que vous y souscrivez volontairement, mais c'est une nouvelle forme d'esclavage. Parce qu'on dit, nous prenons ceux qui sont importants. On cherche votre CV, on voit votre état de santé. Est-ce que vous serez utile à cette société-là? Pour compenser la main-d'œuvre qui disparaît chez eux. Parce que de plus en plus, il y a cette tendance à délocaliser les usines vers la Chine ou vers des pays où la main-d'œuvre est moins coûteuse. Alors, au lieu de délocaliser les usines, ils ont trouvé qu'elles s'emportent d'autres conséquences. Lorsque les usines quittent les États-Unis vers le Vietnam, les Vietnamiens accèdent au savoir-faire, ils se développent eux-mêmes. La nouvelle stratégie, c'est de prendre les Noirs qui coûtent moins cher dans ces usines-là, de les amener là-bas pour travailler sur place avec cet avantage de main-d'œuvre moins coûteuse. Donc, sous cet angle-là, moi j'estime bien évidemment que c'est une nouvelle forme d'esclavage. Mais la soumission n'est pas que contraignante, comme on dit. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce serment de la Boétie, le discours de la servitude volontaire, hein? Contrainte, servitude volontaire. Donc vous-même, vous choisissez de vous soumettre sous le joug de la subjugation. Vous-même, vous dites, je vais être dominé. C'est ça, malheureusement, qui nous caractérise aujourd'hui, parce que la nouvelle forme nous conditionne, on choisit nous-mêmes d'accepter cette domination, alors qu'avant, on venait nous poursuivre avec des fusils comme des gibiers pour nous attraper, nous ligoter nous-mêmes sur des bateaux. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui choisissons. Voilà, c'est de l'esclavage, bien évidemment. L'esclavage. Suite au racisme, et le racisme continue, on l'a encore rappelé, nous avons un sérieux problème d'estime de soi. Donc au lieu de nous estimer, au lieu de nous considérer, nous sommes plutôt habités par la haine de soi. Nous n'aimons pas nos cheveux, nous n'aimons pas notre habillement, nous n'aimons pas nos langues, nous n'aimons pas nos religions, que du reste nous ignorons. Alors comment réagir face à tout ça? Moi je vois deux pistes. La première piste, c'est démystifier le blanc. Puisque le blanc nous a mis en tête qu'il est supérieur, alors que c'est faux. Le blanc n'est supérieur en rien. Le seul avantage, c'est qu'ils sont certainement mieux organisés. Ils connaissent leurs institutions qu'ils ont depuis des siècles. Ils nous ont embarqués dans ces institutions que nous ne maîtrisons pas encore. Donc leur avantage, c'est qu'ils sont sans doute mieux organisés sur le plan politique, économique. Mais comme être humain, le blanc n'est supérieur en rien. Alors, ici, moi, je crois qu'il y a avantage à aller en Europe. Parce que si on est en Afrique et qu'on croit que l'Europe, c'est le paradis, comment on va s'en guérir? Mais il faut aller là-bas. J'ai un beau frère qui est parti, il est à Chypre depuis 6 mois maintenant. Mais il vit des choses terribles. C'est de l'esclavage au sens strict de terme. Il dit, là, je ne savais pas ça. C'est pas possible, je suis prêt à rentrer. Il faut y aller, parce que c'est quand on va là-bas qu'on verra des mendiants blancs. C'est quand on va là-bas qu'on verra des handicapés blancs. Vous connaissez ce qu'on appelle les enfants trisonomiques? Quand on vous montre le cinéma ici, c'est toujours bien choisi, il y a des acteurs bien choisis, beaux et belles. On cache la vraie réalité de l'Occident. La réalité de l'Occident, c'est aussi des pauvres, plus pauvres que les nôtres. C'est des mendiants, c'est des handicapés. Alors, si on continue à vivre sur cette idée fallacieuse que le blanc est supérieur, que le blanc ne pleure pas, que le blanc c'est cela, mais il faut y aller, il faut se côtoyer à eux. Quand vous êtes dans l'auditoire avec eux, vous voyez qu'ils ne sont pas plus intelligents que vous. C'est là ce qui peut vous changer. Bon, si on a l'occasion d'y aller, moi je ne vois pas de mal, parce que c'est ça qui peut casser ce mythe-là.
Alors, une autre manière, si vous n'y allez pas, regardez avec esprit critique les films. Qu'est-ce qui, je ne sais pas ce qu'on voit ici à Mazamboum, mais à Kinshasa, c'est quoi? C'est les novellas, là, c'est magique ou je ne sais pas quoi. Juste de la propagande. On vous montre que le bon côté des choses est un côté fallacieux, un côté faux. Donc, une manière de nous guérir, c'est de commencer à regarder ces films avec un esprit critique. Il ne faut même pas les regarder. Regardez les films des Noirs américains, regardez les films des Noirs brésiliens, il y en a, à défaut d'un bon film africain. Regardez le bon théâtre africain. Alors, deuxième piste, il faut se connaître. Quelle est la meilleure manière de se valider? C'est de se connaître. Bon, nous ne nous connaissons pas. Est-ce que vous savez que nos origines, c'est en Égypte? Est-ce que vous savez ça? Lisez chez Kantadiop. Il a démontré que l'Égypte, qui a été une civilisation magnifique, une civilisation incomparable, était noire. Est-ce que vous connaissez une civilisation au monde qui a donné lieu à toute une science? On parle d'égyptologie. Est-ce qu'on vous a parlé de francologie? Est-ce qu'on vous a parlé d'espagnologie? Non. Donc la seule civilisation au monde qui a donné lieu à une science que l'on utilise sur toutes les couteaux, c'est l'Égypte. Puisqu'elle est à l'origine de l'humanisme. Mais elle est en Afrique, donc elle est aussi à l'origine de l'humanité. Or, quand vous lisez la Bible, qu'est-ce qu'on vous dit? Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Donc, on dénigre toujours l'Égypte. Et nous acceptons qu'on dénigre nos origines, alors qu'on devrait être fiers. La civilisation qui a pris en esclavage le peuple élu, comment on peut la dénigrer? Les Juifs. Je suis désolé pour mon collègue qui est pasteur et l'autre, mais les Juifs qui se disent peuple élu, ils se disent peuple élu, c'est eux qui disent ça. Je suis désolé, c'est eux qui se disent ça. Mais l'Égypte les a pris en esclavage. Alors pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est les Juifs qu'il faut vénérer, voilà, connaître toute l'histoire de Josué, de Dorcas, je ne sais pas qui, alors que c'est l'Égypte qui est la nôtre, on l'ignore. Donc il faut nous connaître l'Égypte, connaître les grands empires, à commencer par le royaume Congo, qui était prospère. Quand on cite les grands empires, les grandes réalités historiques de l'Afrique, on cite le Congo, Ifé, Cuba, le Mali, le Ghana. Mais quand on ne les connaît pas, comment on va se valoriser? Donc il faut connaître ces empires-là, il faut connaître toutes les grandes personnalités qui ont façonné tout ça, et peut-être c'est ça qui va nous aider. Voilà ce que je peux dire en gros. Donc l'histoire, connaître l'histoire. Et pour ça, il faut lire. Voici ce qu'il disait Aristote avant Cheikh Anta. Les Égyptiens étaient excessivement noirs du peau. L'Égypte, c'était le lieu de l'instruction mondiale, les mathématiques, etc. Et d'autres disaient, les Égyptiens sont noirs avec les cheveux crépus. Donc ils reconnaissent que c'est des gens qui ont construit des pyramides. On ne sait pas comment, parce qu'il n'y avait pas de comme aujourd'hui. Mais comment ils ont fait? Ça a émergé jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que le noir n'est pas l'homme non intelligent dont on parle. Alors, il faut incriminer les colons basés ici, les gars, établir les responsabilités, réparation et indemniser les victimes. Je voudrais lire quelque chose que le professeur Frédéric Kelly m'a envoyé. C'est dans une langue qui n'est pas ma langue. Mwena bwende wa gwamba bikole naku bajibanshi mwambishia bamwambishabu mukolo ya makambo ifolo makasi sibo batu kususu bagoya kusunga ye. Mais ce que les Juifs ont revendiqué, continuent à revendiquer, et la réparation. Ils sont en train de recevoir la réparation. L'Allemagne paye pour tout ce qu'elle a fait contre les Juifs. Ils payent en argent. Le monde entier paye. Les Juifs ont connu la Shoah, ont connu les chambres à gaz, etc. Pendant peut-être 12 ans, depuis 1933, et
il y a eu des millions de morts, mais les Noirs, en tant que Noirs, ont connu plus que la Shoah, n'est-ce pas? Ils ont été déportés par les Noirs pendant plus de 4 siècles. Il y a eu combien de morts? Et on continue à insulter. Si on insulte, si les joueurs noirs qu'on a insultés étaient des juifs, le président français allait même se révolter. J'ai appris qu'il a refusé d'aller à une réunion à cause de l'antisémitisme. Mais quand on a insulté les noirs, ça ne dit rien, Sarkozy a même prétendu que l'homme noir n'est pas encore entré dans l'histoire. Oui. Donc la réparation doit être revendiquée. Il y a même un professeur qui est mort qui avait fait une démonstration pour dire combien on doit rendre en termes de culture, en termes de réparation sur le plan de construction, d'aménagement du territoire, parce qu'on nous a retardés. C'est une revendication à laquelle il faut tendre. On est d'accord avec vos badés ici. Omega, vous avez posé une très bonne question. Ce n'est pas juste un réveil, c'est une prise de conscience de ce que l'on est, de ce que l'on doit être, de ce que les autres doivent. Et pour demander, alors vous, quelqu'un demandait, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes là en train de faire quoi? De vous faire prendre conscience. Voilà. On est en train de vous faire prendre conscience. Mais vous savez, pendant qu'on fait prendre conscience, il y en a qui nous regardent comme ça. N'est-ce pas? Alors, la type là, regardez. Son nom n'est plus public. On a dit pété bien. Bon, voilà. Donc, nous avons parlé, et bien, vous allez peut-être écouter et ne rien dire. Les DV loteries, le professeur Zouma a bien expliqué. Il dit c'est vous-même qui vous y rendez. Mais les DV loteries, en quoi est-ce qu'il est une autre forme de traite négrière? Parce que la traite négrière, c'est d'abord une conception de l'homme. On considère que l'homme ne vaut rien, l'homme noir, c'est les blancs qui doivent tout lui donner. Eh bien, on va vous offrir, on dit, c'est comme un peu au singe, vous jetez les bananes. Est-ce que vous voulez venir dans notre pays? Eh bien, on va faire une loterie. Comme ça, quand vous venez dans notre pays, ce sera bien là-bas. Moi, je ne suis pas d'accord avec le professeur Philémon, il dit qu'il faut y aller. Moi, j'étais en exil forcé 4 ans en Grande-Bretagne. N'est-ce pas? J'ai pu même aller à l'université, Oxford Bush University. J'ai défendu une thèse sur la présomption d'innocence. Plusieurs chefs de finance au niveau d'une tranche en crime de code. L'Allemand, qui m'entendait, il était étonné. Il dit, comment vous savez tout ça? Je dis, moi, je connais tout ça. Mais j'ai étudié dans l'université chez nous. Comment vous voulez que je ne connaisse pas? Vous comprenez? Et j'ai parlé très sévèrement. On m'a demandé un jour, quel est le pays dans lequel vous voulez vivre? Je dis, monsieur, moi je souffre ici dans votre pays. Les seuls pays au monde dans lesquels moi je veux vivre, c'est le Congo. Mais regardez comment c'est beau ici à Bangamoum. Vous ne savez pas que Bangamoum, c'est. Quand moi je viens à Bangamoum, j'ai l'impression de voir la Suisse ici. Mais je vous le dis. C'est pas parce que la Suisse, on a fait des constructions, on a fait des routes que chez nous on tarde à faire. Mais le paysage, il est plus beau que celui de la Suisse. Nous avons tout ce qu'il faut pour être le pays le plus beau. Non seulement le plus riche du monde, mais aussi le plus beau. Mais moi, je suis vu un Africain blanc qui dit les femmes noires ont une beauté biblique. Et surtout, les Congolaises sont très belles. Maintenant, les Congolaises veulent ressembler aux blancs. C'est dans votre tête. Même quand on vous demande de chanter une chanson dans l'église, une chanson pour Dieu, hein, vous, elle peut chanter comme Jennifer Lopez. Elle peut chanter comme Jennifer Lopez. C'est quoi? Hein? Et elle pense qu'il faut seulement chanter en anglais. C'est bon ça. Ça me fait du bien. Alors vous voyez que quand vous allez chanter en anglais, c'est ça qui est bon. Vous prenez
dans le Babylone, on a on vit périr. Oui, et ça va périr, c'est un haine, on rase les femmes comme sacrifice. Ce sont des cheveux déjà du bon côté. D'abord, ça sent mauvais. Qui vous a dit que vous êtes belle quand vous portez vos perruques? Ce qui va concerner les perruques. On est d'accord. Et puis, c'est pourquoi on peut mettre à la boîte. On peut mettre à la soupe. On peut mettre à la boîte. Tout ça parce que vous voulez ressembler à quelqu'un d'autre. Les noirs ont des cheveux crépus. Demandez les ambassadeurs. Restez naturel. Est-ce que tu peux être naturellement comme ça? D'accord? Les conséquences au Congo. Le Congo a subi, n'est-ce pas, toutes les conséquences sur le plan démographique, hein, sur le plan culturel, on a détruit nos cultures, nos valeurs. Sur le plan économique, on nous a volé nos biens, nos richesses, à la fois minérales, humaines. On nous a volé les hommes les plus capables de développer, de travailler pour le pays. Donc toutes les conséquences sur le plan culturel, économique, intellectuel, etc. Ouais. Alors, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Et vous permettez que je donne la parole aux deux enseignants. Mais que nous apprenions à l'école primaire, secondaire déjà, c'est plus regardable. Voilà. Une recommandation. Evariste Lusala, je suis le directeur général de l'ISP de Banzambou. Vous avez une intervention. Le professeur Mboye l'a si bien dit, l'Afrique a connu des grands empires. L'empire du Congo, le Mali, le Ghana était le premier pays producteur de l'or. Il y a aussi l'Égypte et les Grecs sont venus apprendre la géométrie chez nous en Afrique, en Égypte. Il y avait une grande université au Mali, à Tombouctou. Mais je pose la question, comment expliquer qu'un peuple qui était déjà bien accueilli, assez fort, soit si facilement pris en otage pour être entraîné dans la traite négrière? C'est vrai qu'il y a eu des résistances. Est-ce que cette résistance ne sera pas cyclique pour que, après avoir accepté cette traite, qu'une autre fois, nous poussons retourner la manche et aller mettre le blanc en position d'esclave? Merci. Le rôle, la raison d'être du projet Route des esclaves, que j'ai l'honneur de présider, enfin j'ai présidé le comité scientifique, c'est d'introduire dans les manuels d'histoire l'enseignement de la traite sous toutes ses formes, toutes ses caractéristiques, parce que les caractéristiques principales de la traite. C'est cette conception-là. L'homme noir, il ne doit jamais se développer. L'idée, c'est que si vous vous développez, et ils vont perdre, il faut vous détruire. Vous avez dit qu'il faut faire de l'homme blanc l'esclave. Et c'est ce que Kadhafi a fait. La Suisse, je crois l'Italie, même la France, avaient des dettes. C'est le seul pays qui n'avait pas une dette extérieure. C'est la Libye qui était en train de prêter. C'est ce pays qui était créancier. Et lorsqu'il a décidé de créer une banque africaine, et il a décidé de créer une communication satellitaire propre aux Africains, parce que quand vous appelez, votre communication va d'abord, c'est comme au Maroc. Quand vous m'appelez moi, ça passe d'abord. Puis ça vient ici. Alors il voulait changer ça, mais on l'a tué. On l'a assassiné. Et quand il a assassiné, qui est président des États-Unis, qui laisse faire ça? Bon, il est prétendument noir. On dit qu'il est noir parce qu'il est des pères, rien. Mais il a laissé faire ça. C'est pendant qu'il est président de la République qu'on a attaqué la Côte d'Ivoire. Et qu'on a enlevé le président de la République, qu'on a amené à la Cour pénale, mais la Cour pénale a dit qu'on n'a pas de preuves qu'il a commis les faits mis à sa charge. Et 10 ans après, il rentre. Oui. Donc, ce que dit le lecteur, c'est qu'il y a déjà des gens qui tentent de le faire. C'est ce que nous devons faire. Nous devons tendre à ça. Et un des moyens, c'est d'abord de nous instruire.
nous instruire, comprendre notre histoire, comprendre les sciences. Les Mandela disaient aux gens qui étaient venus en prison, apprenons leur langue pour bien les combattre, apprenons leur culture, n'est-ce pas, pour bien les attaquer aussi à notre tour. C'est ce que nous devons faire. Le projet de notre esclave est à votre disposition. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire. Nous pouvons venir à l'ISP, vous exprimer aussi là-bas, etc. Voilà, nous devons arrêter là. Nous remercions donc les recteurs et nous remercions les étudiants, nous remercions les professeurs, je remercie aussi le directeur général. Voilà, nous sommes désolés de pouvoir partir, mais nous restons à votre disposition. Vous pouvez me contacter, le ministre, quand il a écrit la lettre aux universités Congo, il a demandé qu'on me contacte. Il a donné le numéro de téléphone, je vous le donne. Vous pouvez nous engager, même des jeunes qui ont fait des recherches. Mais nous ne les connaissons pas. Si vous les identifiez, mettez-les en contact avec nous, pour qu'on ait l'occasion de faire connaître. Et nous allons publier tout ça. Je vous informe également que le président de la République, qui est président de l'Union africaine cette année, exerce son mandat sur la thématique art, patrimoine, culture. Nous lui proposons de présider des symposiums internationaux sur la traite négrière et ses conséquences. Pour que des options soient élevées, nous voulons que, avant la fin de son mandat, des chefs d'État africains se rassemblent ici et tous les scientifiques de l'Afrique viennent. On ne veut pas que les autres viennent, nous les Africains. Oui, parce que c'est quoi nous voulons? Que les négriers viennent nous parler de la traite négrière. Il va nous en parler de son point de vue. Nous voulons que les Africains, les chercheurs africains viennent s'exprimer ici et qu'on sorte, n'est-ce pas, un tableau de bord pour revendiquer la réparation aux auteurs de ces crimes et de ces génocides. Je vous remercie.